C'est l'heure des informations sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Enseigner, c'est libérer le potentiel de l'apprenant et lui offrir de nouvelles perspectives. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. Ce 5 octobre est dédié aux éducateurs. Difficile de circuler dans certains quartiers de Cotonou. Après les pluies des derniers jours, plusieurs voies d'accès sont inondées. Un parcours de combattants pour les usagers. La lutte contre les sachets plastiques au Bénin à la peau dure. Malgré l'existence d'une loi, rien n'a changé. Sandra Idossou fait le bilan d'une lutte qui dure depuis 5 ans. Bienvenue dans ce journal. La journée mondiale des enseignants et enseignantes est célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle commémore la signature de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres, c'est inspirer et libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Pour marquer cette journée, Marcel Gbetoro et Donatien Falola sont allés à la rencontre de quelques enseignants. Voici leur reportage. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. C'est le message fort de cette énième célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Initiée depuis 1994, de commun accord par l'UNESCO, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, OIT, cette journée vise non seulement à valoriser les enseignants et enseignantes, mais aussi et surtout à mettre en avant le travail de la profession enseignante. Quand on sait le rôle que joue l'enseignant dans une société, il n'y a pas celui-là qui ne passe pas par l'enseignant. Si tu es enseignante, c'est la vocation d'abord. Il faut d'abord aimer le métier. Sinon, c'est un peu difficile. Ici, par exemple, moi, je ne me sens pas comme enseignant. Je suis un collaborateur dans cette école. Il n'y a pas cette décision-là qu'on prend sans quand même. On ne nous impose rien en réalité. On demande d'abord notre avis. Donc c'est la preuve que c'est nous qui faisons le travail et notre point de vue compte. Il revient à chacun d'entre nous de prendre conscience de la situation. Tu es envoyé à l'école pour apprendre et non pour faire autre chose. Le maître aussi, de son côté, à l'école, doit préparer la classe, faire ses devoirs, faire ce qui lui revient, rester dans les normes pour aider les apprenants à émerger. Je dirais que c'est un effort personnel que chacun doit faire à son niveau en tant qu'enseignant pour que brille désormais le monde enseignant. Pour y arriver, les acteurs du système éducatif ont besoin d'un accompagnement à divers niveaux. Aujourd'hui, l'enseignement se porte un peu bien par rapport aux années antérieures, surtout avec les réformes entreprises par le gouvernement. Sans enseignants, il n'y a pas d'éducation. Donc l'enseignant est au cœur de l'éducation. Et en tant que tel, nous demandons encore beaucoup de formation, beaucoup de recyclage pour un lendemain meilleur à nos chers apprenants. La question d'éducation n'est pas seulement le travail de l'enseignant. Appelons les parents à nous aider résolument. À l'école, c'est vrai, nous faisons ce que nous pouvons. Présentement, le maître n'a plus droit de faire usage de certaines choses. Tu ne peux même plus titiller un tant soit peu un apprenant de peur d'être incarcéré, tout ça. Donc il y a assez de choses qui limitent l'enseignant maintenant dans sa volonté d'aider ses apprenants à émerger. Le développement de tout pays passe par le développement de son système éducatif. Réfléchir davantage à l'intégration de l'enseignant pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État serait un atout pour une éducation de qualité. À Cotonou, certains quartiers sont sous les eaux après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Les dégâts de la petite saison pluvieuse se font déjà énormément remarquer. Les dégâts qui sont des sources de difficultés pour la population. Le constat dans ce reportage signé Emmanuel Agbessi et Chalène Kendjiro.
Vivre dans certains quartiers de Cotonou durant la saison des pluies est un véritable calvaire pour les citoyens. Ici à Saint-Cécile, les rues sont presque impraticables. Je suis venu ici ce matin pour voir un ami. Ce que je sens de voir ici, c'est à cause de l'eau qui est ici, je ne peux pas aller voir mon ami. Bon, on a dit je voulais prendre par là quand j'ai marqué un coup d'arrêt à cause de l'étendue d'eau. Cette situation est la résultante des dernières pluies et de l'inondation causée par la montée des eaux du fleuve Ouémé. C'est la crue, c'est un phénomène saisonnier. Chacun interprète selon sa connaissance, mais c'est dû à la pluie. Elle a commencé depuis près d'une semaine, c'est à ce jour qu'elle a pris de l'ampleur. Ça constitue un véritable problème, surtout pour les élèves. Je me demande si l'eau vient comme ça, comment ils peuvent vivre ici. Même constat ici à Rendé, cet autre quartier de la ville de Cotonou. Les populations riveraines sont plongées dans le désarroi. Le quartier là, c'est pas bon si la pluie tombe maintenant là. Oui. Si tu regardes partout ici, là, jusqu'à là-bas, à Diger, partout là, c'est l'eau seulement. Et il n'y a pas la route. Même les motos, les voitures, ils ne voient pas la route pour passer. Si on a les gens à même pied dans l'eau là, ça donne maladie. Entre difficultés pour circuler, pollution de l'environnement avec des odeurs nauséabondes, ces populations souffrent le martyre. Et la prolifération des moustiques engendrée par ces eaux est tenue propice aux maladies. Il y a 5 ans, une activiste écologique a lancé une pétition sur les sachets plastiques. Même si aujourd'hui, il existe une loi sur les sachets plastiques, en République du Bénin, le chemin est encore long. Les sachets sont toujours présents et font partie de notre quotidien. Sandra Idossou, initiatrice de la pétition, fait le bilan de la lutte 5 ans après. Elle est au micro de Amandine Aliamboussou. 5 ans après, on regarde en arrière, on se dit, c'est vrai, nous avons eu une pétition au Bénin. Grâce à cette pétition qui a mobilisé plus de 6500 signatures, on a réussi à avoir un cadre légal. Donc aujourd'hui, l'Assemblée a voté une loi qui interdit le sachet plastique au Bénin. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous en être fiers. Mais malheureusement, on se rend compte que 5 ans après, ça ne suffit pas. La loi n'a pas suffi pour amener les Béninois à respecter un certain nombre d'engagements pour leur propre santé. Il faut absolument que le gouvernement accompagne cette loi en mettant en place ce qu'il doit faire pour qu'effectivement le sachet ne soit plus aussi présent dans notre quotidien. L'urgence, c'est que le gouvernement mette en place la répression. On a tous vu ici, quand on a dit qu'il fallait qu'on mette les casques, il a fallu qu'on mette des policiers sur nos routes pour que les populations comprennent que c'était pour leur santé. Aujourd'hui, on a quelques évolutions. Quand on va à certaines manifestations, dans des grandes surfaces par exemple, au moins il n'y a plus de sachets plastiques. Quelques entreprises font l'effort de donner des emballages en papier, des emballages bio. Donc je pense qu'on a commencé quelque part. Sauf que pour que les résultats soient plus visibles, il faut absolument que les sachets soient interdits. Et malheureusement, nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous n'avons pas les moyens d'arrêter les importateurs, d'arrêter les commerçants. C'est à l'État de faire ce rôle et je lance encore cet appel pour dire une fois encore, c'est à l'État de jouer ce rôle. Moi, si le gouvernement a vraiment envie que les Béninois vivent dans un environnement propre, sain, sans sachets plastiques et en respectant leur propre santé, je suis sûre que le gouvernement se donnera les moyens pour que la répression commence. Il faut d'abord que les populations elles-mêmes comprennent que manger dans le sachet plastique, c'est comme si on se creusait soi-même, ça tombe. Je voudrais juste que les gens retiennent ça. Petit à petit, quand on mange des aliments chauds, chaque fois que vous avez la bouillie, le pâté, le riz dans le sachet et que vous mangez, dites-vous que vous-même vous êtes en train de vous creuser votre tombe parce que le sachet est cancérigène, c'est du pétrole et quand on mange le pétrole tous les jours, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on est malade, quand on a un cancer, il ne faut pas chercher la tante, il ne faut pas chercher l'oncle, il faut se dire soi-même, petit à petit, j'ai contribué à creuser ma tombe.
Hors du Bénin, en Afrique du Sud, l'industrie de la volaille va connaître une embellie en 2023. Selon le dernier rapport du département de l'agriculture, la production de viande de poulet a atteint 1,6 million de tonnes durant cette année. La baisse du coût de l'alimentation animale et les investissements réalisés par l'Association sud-africaine de la volaille sont à l'origine de cette performance. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Arnaud Kodjo Adaja. Au Congo-Brazzaville, l'État recherche 100 milliards de francs CFA dans les poches des contribuables insolvables dont les redevances couvrent la période 2017 à 2020, selon l'administration fiscale. Il s'agit d'une campagne de recouvrement d'envergure nationale destinée à nettoyer le fichier des droits et taxes impayés. Toutefois, un abattement de 30% sur le montant principal et un allègement de 80% sur les pénalités sont prévus pour soulager ceux qui s'engagent à se conformer à la norme. L'opération n'est pas appréciée de tous les opérateurs économiques qui estiment qu'entre 2017 et 2020, les entreprises ont été frappées par la chute des prix de l'or noir. À Cap Town démarre ce mardi en Afrique du Sud la conférence African Energy Week. Avant ces assises qui durent du 4 au 7 octobre, plusieurs experts de l'énergie ont souligné ces derniers mois l'importance d'accroître les fonds impayés dans la production des hydrocarbures et du gaz, notamment en Afrique. Ce choix est d'après eux déterminant pour garantir au continent une transition énergétique juste. Ceci en dépit d'une politique de diabolisation des investissements liés aux fossiles à travers le monde. Pendant qu'en Afrique, les défis énergétiques restent énormes. La Libye et la Turquie ont signé lundi un accord de prospection d'hydrocarbures dans les eaux libyennes. Pour le ministre des Affaires étrangères turc, le mémorandum se base sur le principe du gagnant-gagnant signé entre deux pays souverains et pour leur intérêt commun. Ce nouvel accord fait suite à celui de la délimitation maritime de 2019 qui a été contesté par le pouvoir de l'Est de la Libye, par la Grèce et par l'Union européenne. Il permettait à Ankara, qui ambitionne d'être le plus grand investisseur régional en Libye, de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Le Luxembourg abrite les 3 et 4 octobre la réunion des 27 ministres de l'Eurogroupe. Les ministres des Finances de la zone euro vont discuter de la situation macroéconomique et des réponses politiques à donner face aux pressions inflationnistes. Comme principaux points à l'ordre du jour, prix de l'énergie, plan REPowerEU, situation économique, guerre en Ukraine, G20, services douaniers et financiers. La préparation des réunions internationales qui auront lieu à Washington la semaine du 10 octobre et le projet de l'euro numérique figure également parmi les points à l'ordre du jour de l'Eurogroupe. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.